Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du local. Je suis hyper contente de vous retrouver. Alors je m'excuse d'abord, je suis un peu malade, donc si je tousse, m'en voulez pas, j'essaierai de m'éloigner du micro. Aujourd'hui un très gros sujet, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la crise des urgences et plus largement aussi de la lutte syndicale au sein des urgences. Et pour en parler aujourd'hui, je n'ai pas une, mais deux invités. Je reçois donc aujourd'hui Hélène Thierry, qui est déléguée syndicale CGT au CHIV, donc au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, et sa secrétaire adjointe, Véronique Fantini, tu es aussi infirmière, donc au CHIV également. Déjà, merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques semaines, vous avez remporté une lutte après plusieurs semaines de grève. Vous avez obtenu 100% de vos revendications syndicales, donc c'est quelque chose quand même d'assez inédit. En tout cas, c'est pas des choses qu'on peut vivre tous les jours, donc on vous a reçu parce qu'on va discuter de tout ça, de cette grève que vous avez menée. Mais avant, un petit peu pour vous introduire, je vous l'avais dit, voilà, si vous avez envie de présenter un petit peu ce que vous faites et comment vous en êtes arrivé à rejoindre la CGT, votre parcours militant, même si il est assez récent. Voilà, si vous voulez nous en dire quelques mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui. On va commencer. Allons-y. Alors moi, parcours militant, il est assez récent. J'ai rejoint la CGT en 2022 et j'étais un peu une militante sur mon établissement en sous-marin parce que j'étais à la direction en fait. Donc voilà. Côté bureau. Ouais. Et côté direction, vraiment DRH pur. Donc c'était pas forcément évident. Donc ça. Et après, il y a eu juste avant les élections professionnelles de 2022. Je me suis engagée réellement et les élections ont eu lieu, j'ai été il y a eu un point de nommée. bascule, il y a quelque chose qui a fait... il y a eu un point de bascule, c'est qu'à un moment j'en avais marre qu'à la direction, j'essayais moi de faire valoir les droits des agents et en fait ça... À chaque fois, on me renvoyait de par mon grade. J'avais pas un grade suffisamment haut pour que ça soit entendu. Donc, je commençais vraiment à en avoir marre. Et je voulais faire entendre la voix, en fait. Et les droits des agents, à mon sens, là où vraiment ça allait pouvoir être entendu. Donc, pour moi, c'était évident qu'il n'y avait que syndicalement que c'était possible. Pourquoi la CGT ? Parce que déjà, par rapport à mes valeurs personnelles depuis toujours, exactement, j'ai mon frère qui est à la CGT, à la métallurgie, depuis plus de 15 ans aussi, qui a été secrétaire général de son syndicat. Donc voilà, j'ai toujours baigné là-dedans, aussi bien personnel par rapport à des valeurs personnelles et aussi, avec mon frère, on parlait beaucoup de syndicats, enfin voilà. Donc c'est comme ça que j'ai intégré et puis j'ai été élu du coup secrétaire général suite aux élections professionnelles fin 2022 et j'ai rejoint du coup à temps plein. Je suis du coup délégué syndical à temps plein et aussi sur les instances depuis février 2023. Ok, donc depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ouais, c'est ça. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, il s'en passe des choses en 2 ans. Ouais. Oui, effectivement, ouais. Alors pour moi, c'est un peu le même parcours, hein, parce que moi j'ai intégré la CGT petit à petit. Hein. Moi, je suis rentrée par une lutte dans mon service sur les conditions de travail. On nous avait retiré encore du personnel. Il fallait faire mieux avec rien. Donc petit à petit, je me suis dit, voilà, c'est ça. Je me suis dit, si on veut changer les choses, il faut s'investir à un moment donné et défendre nos droits. Et donc, j'ai rencontré Jean, qui était à l'époque secrétaire général de la CGT et qui, à mon sens, était le seul syndicat qui se bougeait pour nous. Et donc, petit à petit, j'ai intégré la CGT. Je me suis... t'as tout appris sur le terrain. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai fait des études pour aussi, parce que j'ai fait un master en santé et sécurité au travail pour pouvoir avoir matière à tenir tête à la direction. Et puis récemment, j'ai fait un DU sur les risques psychosociaux. Et donc, parce qu'à chaque fois qu'on mettait en avant des difficultés dans les services, etc., on disait que c'était pas notre affaire ou on n'était pas assez formés, enfin, on n'avait pas... Tandis que là, je me suis dit d'être formé sur les conditions de travail, sur tous les risques psychosociaux et tout ça, au moins ça donne matière pour tenir tête à la direction. Ça concrétise aussi tout des à moyens fait. d'action, j'imagine. Voilà, et donc du coup, après, j'ai
J'ai intégré les instances à l'époque CHSCT, etc. Peut-être préciser. Alors, oui. Le F3SCT maintenant, c'était la formation spécialisée en santé et sécurité au travail qui est sur notre hôpital. D'accord. Et le CSE. Comité social d'établissement. Voilà. Et donc, on a intégré les instances parce que pour nous, c'est au niveau des instances qu'on peut aussi faire évoluer les choses, même si c'est très difficile parce que maintenant, les différents gouvernements nous ont retiré des prérogatives, nous les syndicats, et donc on ne peut plus mettre notre veto comme on veut. Ouais. Donc c'est une vraie bataille. Ouais. Et voilà, donc intégrer les instances. Et puis j'ai rejoint Hélène pour... assister Hélène parce que l'ancien bureau partait à la retraite en fait. Okay. Donc voilà, on a repris tout le monde partait à la retraite et du coup il fallait du monde pour... et effectivement Véronique était déjà en place. Il y avait déjà un rôle, elle avait déjà un mi-temps en fait par rapport au bureau précédent, donc elle était passée à mi-temps, donc merci à elle parce que c'était compliqué parce qu'elle était infirmière de nuit à ce moment-là et en mi-temps en plus, donc merci à elle. Et effectivement elle était aussi, t'as été secrétaire générale du CHSCT sur les conditions de travail en termes des instances, donc sacré parcours quand même. Sacré engagement. Et d'ailleurs, engagement qui s'est concrétisé encore récemment, puisque peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais vous avez donc été en grève pendant 11 jours, donc c'était au début de l'année, au mois de janvier. Vous avez mené... Décembre. Décembre, pardon. Ça a commencé en décembre. Vous avez commencé, donc vous avez mené une grève à la suite de laquelle vous avez obtenu donc 100% de vos revendications. Tout à fait. Alors c'est un conflit qui a duré quand même sur plusieurs mois, puisque je lisais que d'ailleurs même l'hiver dernier vous aviez déjà connu une situation compliquée, notamment pour assumer les flux de patients. Et en juillet dernier, vous m'arrêtez si je me trompe, mais vous aviez déposé un droit d'alerte déjà pour manque d'effectifs et notamment pour dénoncer vos conditions de travail et cette impossibilité du coup d'exercer correctement. Cela a mené donc à cette grève massive où vous avez été 100% du personnel paramédical mobilisé. Est-ce que vous voulez, on va revenir bien sûr là-dessus, comment ça s'est mis en place, comment vous voulez revenir un peu à la genèse de tout ça, comment vous avez réussi aussi à convaincre l'intégralité du service de se mettre en grève, aussi parce qu'on se dit bien que quand on parle de service d'urgence, difficile d'imaginer un service d'urgence qui ferme, puisque c'est quand même quelque chose qui a besoin de fonctionner 24 heures sur 24. Donc voilà, comment vous avez mis tout ça en place? Est-ce qu'il y a eu un piquet de grève? Est-ce qu'il y a tout ça? Enfin, voilà. Je vous laisse prendre la parole. On va vous expliquer tout ça. Mais alors il y a quelqu'un qui dit 11 jours c'est énorme. Je pense que surtout pour un service d'urgence, 11 jours. Alors c'est énorme, mais du coup je vais te rectifier un tout petit peu. On va refaire la chronologie, mais c'est qu'un détail. En fait, effectivement, déjà au mois de juillet, il y avait eu un problème donc au niveau du service des urgences. Donc il y avait déjà eu un droit d'alerte et un droit de retrait déposé par les agents pour dénoncer ça. On reste un hôpital public, donc dans tous les cas, quoi qu'il se passe, il y a une continuité des soins. Ça, c'est pour remettre le contexte, on y reviendra après. Donc déjà, problème, après les JO sont passés, ils avaient mis le personnel avait fait les efforts sur les congés, parce que période de JO, on était censé être impactés, avec le recul, non, mais ça, c'est pas le sujet. Et dès septembre, par contre, ça a repris de plus belle l'activité, tout ça, on a commencé de par les agents. Les agents nous ont sollicité à plusieurs reprises pour dire là, il y a un afflux de patients, on n'est pas assez. Nous, on a remonté l'information à plusieurs reprises au niveau de la direction. Vraiment en flux continu, donc les agents nous sollicitaient en permanence, quasiment toutes les semaines, à chaque fois ils nous faisaient le constat de ce qui se passait, donc ça n'arrêtait pas de croître en fait, et la direction, ils avaient fait leur petite réunion de direction comme ils font bien souvent, avec des cadres, tout ça, mais sans vraiment convier le personnel vraiment impacté, donc oui mais les cadres nous disent, et puis il faut attendre que... On a besoin de faire des organigrammes, de savoir comment ça se passe. Alors que... Ouais, vas-y. C'est surtout qu'en fait, à vraiment une situation où les agents étaient en souffrance, on répondait par des tableaux et des statistiques et des... Voilà. Donc avec plus une politique du chiffre... c'est ça. On comprend pas trop, là, par rapport à 2023, il y a pas beaucoup plus de passages. Limite, c'était en fait, les agents, ils ont plus envie, en fait. C'est juste eux qui font pas, quoi. Sauf qu'il y a eu certaines conditions aussi d'accueil de nos urgences qui ont changé. Avant, il y avait l'ophtalmo, et du coup, même si, effectivement, et nous, c'est ce qu'on disait, même si effectivement il n'y avait pas un écart vraiment probant en termes de passage, mais les pathologies n'étaient plus les mêmes. Donc avec une prise en charge plus lourde sur les pathologies.
Donc, ça n'a pas arrêté d'augmenter, on n'a pas arrêté de prévenir la direction. C'est la sonnette d'alarme. Eux, la direction avait fait une petite réunion aussi, dans leur petite réunion, ils avaient jugé qu'il fallait juste rajouter une infirmière de plus, voire 1,5 sur... vraiment, c'est un chiffrage, on ne sait pas comment ils nous sortent des chiffres comme ça, de tel jour, de 20h à 2h du matin. D'accord, donc voilà. Sans avoir... Voilà, avec leur chiffrage, on ne sait pas d'où ils nous les sortent. Et oui, mais ça... Le problème, c'est que les agents étaient de plus en plus en souffrance, ne s'en sortaient pas. Il y avait un afflux vraiment, on passait tous les jours. Enfin, il y avait même dans l'accueil, avant même que les patients puissent être enregistrés, il y avait du monde jusqu'à l'extérieur. Enfin, c'était pas soutenable. Il y a même plus de place en salle d'attente. Même en salle d'attente, même pour les pompiers avec les brancards. Enfin, vraiment, c'était catastrophique. Mais eux, dans leur bureau, plutôt que de venir voir vraiment ce qui se passe et prendre la mesure des choses, à un moment, les agents ont vraiment craqué. Et effectivement, donc peu de temps après, et en plus, la crise hivernale qui arrivait, les épidémies comme on connaît maintenant, qui ont été aussi sans précédent sur la grippe. Et nous, on avait beau alerter, il se passait rien de plus. Et donc, du coup, première semaine des congés, vers le... Je sais plus, à la mi-décembre. Et puis vraiment, il y avait des chiffrages, on leur disait... Et les patients, nos agents, en fait, ils en avaient marre, effectivement, de eux-mêmes, de devoir exercer dans ces conditions et de pas pouvoir, en fait, parce que c'était vraiment pour la prise en charge des patients. Il y a eu des nuits où, plus de 24 heures, des patients qui sont dans des brancards, nos soignants, ils ne supportent pas ça. Ils font ce métier par conviction. Ils ne se portaient plus de devoir, malgré tout, limite être maltraitants parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. Et pas pouvoir, ils faisaient de leur mieux, ils faisaient les toilettes, les aides-soignantes faisaient des toilettes dans les couloirs en mettant des parvents. Pour les patients, parce que même pour les patients, d'être au milieu de tout le monde. Donc elle bricolait, elle bricolait avec des choses, avec ce qu'ils pouvaient pour donner les meilleures conditions aux patients, mais c'était déplorable. Et puis c'est surtout aussi qu'à un moment donné, c'est ce qui ils nous ont attiré l'attention là-dessus, c'est que en fait, à travailler comme ça, on n'assure plus la sécurité des patients. Et donc, le risque à chaque fois, c'est de faire une boulette, de passer à côté de quelque chose, de ne pas avoir surveillé le patient qui était là-bas, voilà. Et donc, c'est vraiment ces conditions de travail qui font que, effectivement, la peur, c'est toujours de faire une boulette. Et puis le problème, c'est qu'il y a une boulette, de manquer une prise en charge. C'est vous qui allez être les premiers à. La direction a beau dire que oui, eux aussi ils ont leurs responsabilités. On sait très bien comment ça finit. On cherche les coupables et les coupables. Voilà. Et puis j'imagine que quand un patient ou sa famille, sont mal pris en charge, etc., c'est sur vous que ça retombe. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez remarqué aussi que ça a pu créer une augmentation d'un sentiment de pas forcément d'insécurité, mais c'est-à-dire de violence ou en tout cas, tout à fait, parce que les soignants peuvent pas répondre à la demande des patients ou de la famille, et effectivement ça surcharge, de l'angoisse, etc. Et ça conduit à de l'agressivité, donc que ce soit verbal ou physique dans certains cas. Mais voilà, le sentiment de ne pas exercer en toute sécurité, c'est ce qu'ils mettaient vraiment en avant pour eux-mêmes et pour les patients. Et pour les patients, ouais. Et donc, du coup, ils ont écrit une grande missive au niveau de toute la direction, aux alentours du 20 décembre. Il y avait urgence, le temps que tout le monde lise, ça allait pas assez vite, et ce qui est normal, ça va jamais assez vite quand on s'adresse à la direction. Du coup, 3 jours après, ils nous ont sollicité pour déposer le préavis de grève. On était les seuls syndicats sollicités, la CGT. Donc, et on comprend pourquoi, parce qu'on est les seuls qui se bougent vraiment. Et donc, du coup, la date, je crois que c'était le 26. Ok. Le 26 décembre, on a déposé le préavis de grève. Juste après Noël. Voilà. Ouais, en sachant qu'avant, merci la CGT, et surtout sur notre fédération, on a un préavis de grève qui court. Toute l'année en fait. Et donc, donc c'est vraiment l'épée de Damoclès sur la tête. À tout moment, on peut faire grève. Ça, non, on n'en a pas souvent parlé, mais vraiment, je remercie la CGT et notre fédé en particulier, parce que effectivement, les agents étaient tellement en colère qu'ils voulaient partir en grève du jour au lendemain. Sauf que nous, dans la fonction publique, on peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce qu'il y a 5 jours francs de négociation dans lesquels, à partir du moment où on pose le préavis de grève, où la direction doit s'asseoir avec nous à la table des négociations et pour voir si on peut trouver quelque chose. Et sauf que on a bien embêté la direction du coup, parce que moi quand je suis allée déposer en main propre le préavis de grève, j'ai prévenu le DRH et ses adjoints que par contre il y a un préavis de grève, et je leur avais imprimé et déposé aussi en même temps, national de la CGT, donc que dès le lendemain de toute façon les agents qui voudraient se mettre en grève
pourraient se mettre en grève. Donc je les avais bien informés, j'avais distribué les choses. Et effectivement, ça, la direction l'a eu pas mal en travers de la gorge. C'est pour ça qu'on a l'impression... Ouais, 11 jours de grève, mais avec ces jours-là, en fait. Au final, oui, donc c'est moins que... Ils étaient quand même déjà en grève. Là, on avait déjà à peu près 80% quand même de grévistes. Ouais, tout à fait. Et le jour où nous, vraiment, les 5 jours de négociation se sont terminés, là, ils sont partis en grève parce qu'il n'y a pas... ce que la direction... Durant ces 5 jours, du coup, effectivement, la direction s'est assise avec nous à la table des négociations. Les mesures qu'ils ont voulu mettre, c'était loin d'être suffisant. Donc, du coup, pas de terrain d'entente, pas de... Bim, on part en grève 5 jours après. Et là, ils ont fait l'erreur une fois. Alors voilà, c'est là où j'y reviens. Dans la fonction publique, c'est un peu particulier. Et tant mieux, c'est que, et surtout dans les hôpitaux, on a une continuité de soins à assurer. Donc, un service d'urgence qui se met en grève, normalement, ça doit tourner. Donc, dans un service général, c'est l'effectif requis pour maintenir, c'est ce qui se passe c'est l'équivalent de l'effectif d'un dimanche ou un jour férié. D'accord. Nous, au service des urgences... C'est effectif réduit. Ouais. Oui, voilà. Nous, aux urgences de Villeneuve-Saint-Georges, en tout cas, cet effectif-là, aux urgences, il est annuel. Donc, en fait, c'est là où la complexité, mais c'est pas grave, on a réussi quand même. La complexité, c'est de dire, on est en grève, mais tous les agents grévistes sont au travail, en fait. Et continuent, et heureusement, à faire leur travail comme ils doivent le faire. Il n'y a pas de tâches en moins, il y a une continuité de soins. Donc, effectivement, en termes ça fait moins d'impact. Par contre, le premier jour, du coup, et donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, c'est les assignations. D'accord. Donc, les agents se mettent grévistes et la direction remet aux agents une assignation qui dit, vous êtes gréviste, mais vous travaillez. Ok. Ce qui est hyper particulier, du coup, parce que oui. c'est pas quelque chose qu'on observe forcément dans d'autres c'est vraiment, voilà, ça, c'est... Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que je te coupe, mais juste pour dire en fait que effectivement, comme on est assigné, le travail il est fait de la même façon. Donc plus difficile de faire céder. Voilà, c'est ça. D'où la difficulté. Le rapport de force, il est compliqué. Voilà, Et c'est pour ça que je pense que dans les hôpitaux, on n'obtient jamais rien, nous, parce que malheureusement, en fait, ce qui pourrait permettre de faire pression, ce serait d'arrêter de travailler parce que c'est pas possible aux urgences. Voilà. Et c'est vrai que, dans tous les hôpitaux d'ailleurs. Et donc du coup, la difficulté, c'est de faire entendre notre voix. Et du coup, le seul mode où on peut faire entendre notre voix, c'est les médias en fait. Et c'est ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'en fait, on a été sollicité par pas mal de médias et c'est ce qui a, à mon sens, fait que ça y a fortement contribué. Fait qu'on a remporté. Ça a mis la pression aussi sur l'administration. Exactement, sur la directrice. D'ailleurs, niveau ce bras de fer avec l'administration, est-ce que vous avez eu peur de représailles? Est-ce qu'il y a eu des difficultés aussi sur les relations que vous entretenez justement avec ceux qui sont dans les bureaux, etc. Alors, comment vous avez réussi à les faire céder finalement en dehors de ça? Est-ce qu'il y a eu un point de bascule Nous, à la CGT, on n'a peur de personne et surtout pas de la direction. Donc ça va, on les côtoie au quotidien. Voilà, on s'est déjà accroché sur différents sujets et c'est pas prêt d'être terminé. Donc voilà, les agents, effectivement, eux, certains avaient une crainte. Mais comme ils savaient que nous, on était devant, de toute façon, on est le bouclier. Protège, oui. Voilà, nous, on est le bouclier. Et quand on faisait remonter la voix, nous, on n'a jamais nommé qui que ce soit. Et on a fait en sorte, dans les différentes réunions qu'il y a pu avoir avec la direction, que ce ne soit pas toujours les mêmes agents. Pour que, justement, la direction n'essaye pas de cibler. Dans tous les cas, si ça avait été le cas, nous, de toute façon, on est là pour on est le bouclier, en fait. On est le bouclier en permanence. Et tant mieux. Et il en faut, parce que sinon, effectivement, on n'aurait pas eu ce qu'on avait là. Et tout ça pour dire que, au départ, tout premier jour de grève, du coup, vraiment, une fois que la grève locale, elle démarre, on avait toujours 80% des agents grévistes. Donc, on n'était pas encore à 100%. Sauf que le premier jour, la direction s'est amusée, entre guillemets, à ne pas assigner une personne. Voilà. Et pourquoi ? Parce que c'était la fameuse ligne. Non, la fameuse ligne 20h, 8h d'infirmières en plus, qu'ils avaient dit, mais nous, on vous avait fait ce cadeau-là. Puisque vous êtes en grève, cadeau. Celle-ci, elle est plus. Voilà, c'était un petit cadeau qu'on vous avait fait. Donc celle-ci, elle est plus obligatoire. C'est pas une ligne de travail fixe. Donc on vous l'enlève. C'était scandaleux. Ils ont foutu tout le monde en colère. Ils ont fini par. Voilà, les 20% qui hésitaient à se mettre en grève. Ils ont exactement. Oui. Et tant mieux parce que du coup, parce que c'était une petite ligne, donc effectivement de soins du 20h 2h, c'est un peu ridicule. Et par contre, ça nous a fait passer en moins de 24 heures de 80% d'agents grévistes à 100%. Tout ce qu'ils ont gagné, c'est d'avoir tout le monde en grève. Exactement, tout à fait, exactement. Et alors du coup, je disais tout à l'heure que vous avez obtenu l'intégralité de vos revendications.
finalement, c'était quand même relativement le minimum syndical, finalement, ce que vous demandiez. Oui, tout à Qu'est-ce que fait. vous avez obtenu, du coup Vas-y. Peut-être ça intéresse les gens, j'imagine. Alors, ils ont réussi. On a réussi à avoir du personnel supplémentaire, surtout sur la période hivernale. Donc, mais après, c'est étendu. Donc, c'est des personnels qu'on va vraiment recruter en temps plein sur le long terme, donc toute l'année, et qui, quand le flux de patients en dehors des périodes hivernales et qui seront ajustés à chaque année sera moins important, on ne va pas non plus les garder entre guillemets, à rien faire ou regarder les collègues, et ils seront dispersés dans les autres services, parce qu'il faut savoir que tous les autres services sont aussi en souffrance. Oui, j'imagine que de toute façon, leur présence est Voilà, de toute façon, exactement, ça fait quand même des postes en plus. Mais sur les 6 mois qui ont été définis, on a réussi à avoir, et c'était la demande initiale, donc un infirmier de jour et de nuit en plus tous les jours. Donc tout ça, c'est journalier, vraiment. Comme le service d'urgence tourne 24 heures sur 24. Donc infirmier jour et nuit en plus, aide-soignant jour et nuit en plus, agent d'accueil aussi. On ne pense pas forcément Et voilà, et pourtant, il y avait vraiment toutes les catégories socio-professionnelles qui étaient impactées. Donc agent d'accueil jour comme nuit en plus aussi, et un brancardier de nuit. Et tout ça, ça a été accordé, alors qu'il faut savoir que dans la réunion de négociation sur les 5 premiers jours, d'après la direction, ils avaient fait tous les fonds de tiroir, parce qu'il faut savoir que nous, on est l'établissement le plus endetté d'Île-de-France. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Donc, sans vous donner les chiffres, parce que ça va donner mal à la tête, mais on est, voilà, mal à la tête. l'établissement le plus endetté d'Île-de-France. Et du coup, la direction avait dit, là, on a vraiment fait tous les fonds de tiroir, on a gratté à gauche, à droite, on ne pourra pas faire plus qu'un infirmier de nuit en plus et un aide-soignante de jour en plus. C'est tout. Finalement, les tiroirs se sont rallongés, effectivement. Donc ils ont réussi à obtenir ça. Il y avait aussi un problème qu'on parle moins, mais sur les heures supplémentaires, l'attribution des heures supplémentaires, où elles n'étaient pas comblées, sur les 48 premières heures d'un arrêt. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que ça peut fatiguer les gens, mais il y avait aussi un sujet sur les heures supplémentaires. Quand il y a un professionnel qui est malade, de pouvoir les combler dès le premier jour d'arrêt. Et effectivement, il y avait quand même pas mal d'arrêts maladie aussi au sein du service, parce qu'ils tiraient sur la... c'est comme tout, en fait. À un moment, à force d'user, ça craque aussi. Ça reste des personnes. On est des professionnels de la santé. On reste des êtres humains. Donc voilà, surtout sur des services qui tournent en 12 heures, c'est déjà compliqué. Et si en plus, c'est des 12 heures dans des conditions comme ça et qui sont éreintantes physiquement et psychologiquement, le personnel craquait aussi. Ouais. Et ça, pendant les 48 premières heures, à part sur les infirmières, c'était pas comblé. On demandait à des gens de revenir sur leur repos, mais pas en heures supplémentaires. Donc les gens, ils étaient déjà fatigués, ils vont pas revenir. C'était compliqué, donc ça, on a réussi à le faire lever aussi. Ouais. Et au sein de tout ça, on a réussi, du coup aussi, ça c'était une demande. Alors la demande initiale, c'était d'être intégré plus aux problématiques direction, agent, sur justement les sujets qui les concernent. Donc du coup, il y a eu la création. Là, depuis le mois de janvier, on a eu deux réunions, donc des réunions mensuelles, création des états d'urgence, en fait, des états généraux d'urgence, pour pouvoir mieux anticiper, adapter les flux, où il y a différents domaines d'action et des sous-groupes encore là-dessus, mais voilà, mensuellement, et maintenant les agents sont conviés aussi. Il y a tous les directoires. Ce qui permet aussi du coup de faire directement remonter les problèmes que vous rencontrez sur le terrain. Tout à fait. Et puis, qui est plus à même de parler des difficultés, c'est quand même ceux qui font le boulot. Oui. Donc, qu'on les ait intégrés à ces groupes de travail, c'est juste la base. Ouais. Et le recrutement des soignants, il a été fait de manière consciencieuse. Ouais. Et alors, dès le lendemain, après, sur certaines professions comme les infirmiers et infirmières, c'est compliqué parce que nationalement, il en manque. Donc, mais oui, alors dès le lendemain, nous, on a rencontré la direction et la grande directrice, qui ne s'était pas déplacée de trop jusque-là, mais là, qui était enfin venue et où on avait fait le protocole d'accord de sortie de grève, de fin de conflit, tout ça. Réunion dès le lendemain, et effectivement, les demandes, les postes vacants, les embauches, ont été publiées dans la foulée. Okay. Après, effectivement, il faut le temps que des gens se positionnent, qu'il y ait les recrutements qui se mettent. Et en attendant ça, de toute façon, ils avaient ouvert, accessible soit en heures supplémentaires pour le personnel qui veut et qui peut, ou sinon de la vacation, c'est presque comme de l'intérimaire, sans rentrer dans les détails, et ou des intérimaires. Donc de toute façon, ce qu'il fallait en plus, c'était quand même, les postes étaient là, qui n'étaient pas encore forcément pourvus. Le temps de recrutement, c'est comme partout, mais au moins ils étaient là. Renforcés, l'équipe était renforcée. Ouais. Okay. Et vous avez remarqué des changements depuis, quand même une amélioration, parce que finalement il y a eu du recrutement, mais il n'y a pas eu d'ouverture de lits supplémentaires. Donc
Est-ce que ça vous a permis quand même, j'imagine, de souffler un peu, mais finalement, loin de résoudre le problème, hein. Non. Effectivement, le problème n'est pas résolu. Tant qu'on n'ouvrira pas plus de lits, on sera toujours... quand il va y avoir des moments d'engorgement, on rencontrera toujours les mêmes difficultés. Là, d'avoir renforcé l'équipe, franchement, ça les... Ouais. Voilà, c'était pas du luxe. C'était la priorité. Ouais. Mais maintenant, il va falloir travailler effectivement par la suite pour comment faire pour absorber ce flux de patients, la possibilité de création de lits supplémentaires. Mais ça, aussi, oui, tout à fait. Mais tout ça c'est un gros travail qu'il va falloir mettre en place. On n'a pas réglé le problème des urgences à l'heure actuelle. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, puisque seulement quelques jours après la fin de la grève, vous avez encore eu un cas de décès aux urgences. Alors bon, il y a une enquête en cours, mais est-ce que ça a un peu, je sais pas, amené d'autres discussions avec la direction ? Est-ce que ça les a fait réaliser que ouvrir de nouveaux postes, ça réglait pas non plus le problème du flux ? Est-ce que ça vous a permis aussi de pouvoir mettre en avant d'autres problématiques ? Est-ce que potentiellement on pourrait se dire qu'à l'avenir il y aura aussi des lits qui pourraient être ouverts au niveau des discussions, comment ça se passe maintenant ? Alors là-dessus, on n'a pas beaucoup échangé avec la direction sur le sujet du décès. Le lendemain, oui, parce qu'on s'est rendu sur place et il y avait forcément la grande directrice, tout ça. Donc là, à l'instant T, on en a parlé. Ça a fait que confirmer qu'il y a un problème, effectivement. Il y a d'autres choses qui sont remontées, mais ça, foncièrement, malheureusement, c'est grandement lié justement au fait que, alors on a le personnel peut travailler avec plus de sérénitude, même pour la prise en charge, mais malgré tout, on ne peut pas pousser les murs. Oui, donc ça. le manque de lits fait que, malheureusement, et il n'y a pas que nous qui le subissons, c'est un peu partout pareil, Oui, bien sûr. le manque de lits fait qu'à un moment, même médicalement, et surtout au niveau des urgences, quand on a 50 patients à faire entrer et 20 lits disponibles à pouvoir maintenir, il faut faire des choix. Et faire des choix dans l'urgence, c'est là où ça devient compliqué. Mais ça, c'est un vrai problème de fond. Et c'est un problème national qui n'est pas juste propre à nos urgences, à nous. Donc, ce décès, malheureusement, il n'est pas seul. Il y en a d'autres services et ce n'est pas la première fois que des services d'urgence peuvent rencontrer ça, ou des établissements publics rencontrent ça. Là, ils faisaient suite au mouvement de grève. Mais dans tous les cas, malheureusement, on ne peut que le déplorer parce que c'est pas un cas isolé et qui est pas du tout lié à un mouvement de grève, en fait. C'est le problème de nos urgences en France, du manque de lits aussi, même si on y met les moyens humains. C'est bien pour le personnel, c'est bien parce qu'ils peuvent être aussi plus proches des patients, mais malgré ça, on manque de lits, il y a des fermetures en permanence, il y a un engorgement des urgences aussi parce que à l'extérieur, les médecins de ville ferment parce qu'on se retrouve avec aussi beaucoup de patients aux urgences qui, il y a des années de ça, ils se dirigeaient vers leurs médecins traitants. Et alors d'aujourd'hui, les médecins traitants, quand ils partent à la retraite, il n'y a plus personne. Les maisons médicales, si on n'appelle pas avant 7h du matin, on n'a pas de place. Et donc, ça fait des patients qui viennent aussi en plus aux urgences. Heureusement, nous, dans les hôpitaux publics, tout le monde est pris en charge. On refuse personne. Exactement, la prise en charge, elle est toujours faite. Mais effectivement, ça peut être très long, les délais sont rallongés et on arrive à des gens qui du coup décèdent qui avant pourraient d'être pris en rester, charge. même si à l'instant T, un patient qui va être stabilisé médicalement, mais peut-être dans d'autres conditions, le médecin se dirait peut-être, on va quand même faire une surveillance 24 heures pour être sûr, et puis dans 24 heures, on repousse la décision. Et là, c'est des décisions qui doivent être prises dans l'urgence parce qu'il y a encore X patients qui attendent derrière et qu'il faut gérer et choisir, faire des choix dans l'urgence. C'est ça. En fait, moi qui ai travaillé en psychiatrie, c'était quand notre service de psychiatrie a dû fermer des lits aussi. Et maintenant, on n'a plus que 13 lits. Actuellement, on en avait 24. Voilà. Donc du coup, si vous voulez, le problème c'est partout pareil, c'est que à un moment donné, vous avez le médecin qui vient et qui dit il va falloir faire sortir quelqu'un parce que aux urgences ça pousse, il faut prendre en charge, et qu'on vous dit qui on peut faire sortir et que nous on dit mais il y en a aucun qui est stable. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un moment donné, vous faites un choix, vous allez faire sortir le moins pire. En espérant que tout se passe bien, lui donner un rendez-vous par la suite, blablabla. Et puis vous faites entrer le patient qui attendait déjà aux urgences depuis 3-4 jours. Voilà. Mais c'est partout. C'est une vraie difficulté. C'est qu'à l'heure actuelle,
on peut faire sortir des patients qui ne sont pas stables. Parce qu'il y a un moment donné, il faut prendre le plus pire. Et voilà. Et c'est toute la difficulté, enfin, pour nous en psychiatrie. D'ailleurs, nous, ce week-end, on a déjà eu un souci. Là, enfin, les équipes nous ont fait remonter. Ils ont fait monter un patient des urgences parce que, voilà, manifestement, le patient était là depuis un moment, je ne sais pas. En tous les cas, ils l'ont fait monter dans de mauvaises conditions et du coup, on n'avait plus de chambre d'isolement disponible pour des patients qui n'étaient pas stables et notamment un patient qui était qui faisait régulièrement des séjours en chambre d'isolement parce que ce patient est violent et qu'il n'est pas stabilisé et qu'il fait des allers-retours. Mais l'équipe a voulu mettre un droit de retrait parce qu'il ne se sentait plus en sécurité d'avoir accueilli un patient comme ça qui ne pouvait pas prendre en charge correctement. Et en plus de ça, c'est un risque qu'on fait prendre et aux soignants, mais aussi aux autres patients. Ah, mais, et donc ça, c'est un peu ce que vous vivez au quotidien, en fait, j'imagine. Et on assiste donc du coup à la fois ce qu'on disait, l'impossibilité de pouvoir prendre correctement les patients en charge. Aussi du coup cette perte de lien avec les patients qui du coup j'imagine aussi vous impacte et toute cette difficulté aussi de se coordonner d'un point de vue administratif pour essayer de faire en sorte que les patients j'imagine trouvent des places dans des services. Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes en lien aussi des fois pour transférer des patients? Comment ça se passe? Parce que du coup, j'imagine que ça, c'est quelque chose en plus que vous ne devriez pas normalement avoir à faire, mais de négocier pour que les patients puissent avoir accès même si vous avez plus de place. Est-ce que vous devez aussi vous occuper de leur transfert? Alors, non, comme ça nous à l'hôpital on a maintenant un bed manager. Super. Ouais, mais il y avait quand même quelques petits soucis là. Dans ce contexte-là, il est réglé le problème normalement. Voilà, donc on a un bed manager qui est censé chercher des lits pour des patients. Voilà, on en est rendu là. Ouais. Parce qu'effectivement, il y avait quand même aussi une lenteur et ça, c'était un peu déploré. Et voilà, ça fait partie des petites conditions aussi qui ont été acceptées, des revendications qui ont été acceptées, dont on parle moins. Mais qu'effectivement, cette fluidification qu'on monte, de faire monter... Ouais, ça se dit. Je n'étais pas sûre. De pouvoir faire monter pour les patients qui le nécessitent dans certains services de notre établissement aussi, parce que voilà, il y a des passages aux urgences et certains sortent directement après, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'hospitalisation et d'être pris en charge dans le service concerné. Et du coup là, il y avait aussi un moment, à ce moment-là, il y avait aussi un problème qui perdurait depuis quelques mois, de savoir que le personnel des urgences n'avait plus la certitude de s'il y a un lit qui se libère dans tel service, ok, mais à quelle heure? Il devait rappeler constamment les services concernés pour savoir, alors c'est à quelle heure? Pas maintenant, mais on sait pas. En plus, il faut se dépêcher pour avoir le lit. Voilà, dès c'est qu'il ça. libère, Donc, mais c'est pareil dans les services. Il y a aussi des fois, bien souvent, il n'y a pas assez de place non plus pour tout le monde. Il n'y a pas assez de personnel. C'est pour ça que je vous dis, en dehors des périodes hivernales, le personnel sera dans tous les cas redirigé et c'est pas un mal. Mais il y avait aussi un problème de fluidification, on va dire, pour monter les patients qu'il nécessitait dans les services concernés sur notre établissement. Nous, il faut savoir qu'il y a entre 60 et 70% de nos hospitalisations à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, ce sont des patients qui sont issus des urgences. Donc c'est quand même assez énorme. C'est pas forcément un chiffre qu'on retrouve dans tous les établissements. Donc il y a aussi un réel problème là-dessus de pouvoir fluidifier au maximum. Et un patient qui est monté et qui prend un lit dans le service, c'est une place de plus aussi pour un patient qui attend aux urgences. Donc il y avait aussi cette problématique et bed manager est censé apporter... l'hôpital qui devient une start-up nation. Exactement. Je vois vos commentaires. On va venir un peu après sur justement cette stratégie du virage ambulatoire qui visiblement ne montre pas très efficace, en tout cas quand on voit la crise qu'il y a aux urgences. Je voulais aussi rapidement, on en a beaucoup parlé, mais de cette surmortalité aux urgences, ces morts évitables. Aujourd'hui, on en parle peut-être un peu plus qu'il y a quelques années, c'est plus médiatisé parce qu'on est sur des patients qui sont plus des personnes âgées où on pouvait se dire, c'était quelqu'un qui peut-être serait mort dans tous les cas. On est sur des personnes qui ont la vingtaine, qui sont très jeunes. Il y a un rajeunissement aussi des personnes qui arrivent aux urgences. Peut-être que vous l'avez vécu en tout cas à ce niveau-là.
Et ça, c'est justement une des conséquences directes de cette restriction, de ces moyens, c'est qu'on a des gens qui décèdent aux urgences et qui ne devraient pas. Et pareil, encore à ce niveau-là, on essaye beaucoup de faire porter la charge de la culpabilité sur vous, le personnel soignant, par un manque d'organisation, mais aussi sur les patients, parce que dernières années, les politiques ont beaucoup mis en avant le fait qu'on avait des gens qui se rendaient aux urgences alors que c'était pas nécessaire, alors que on le dit, toutes les personnes qui passent aux urgences sont prises en charge, donc si elles sont hospitalisées, c'est qu'il y a une urgence, voilà. Et donc visiblement tout ça, ce serait en fait un peu cet échec de cette médecine ambulatoire. Alors peut-être un peu parler de ça pour les gens qui, peut-être pas forcément tous les termes, mais c'est en fait cette idée qu'on a voulu désengorger les urgences depuis une vingtaine d'années en misant sur cette médecine de ville qui visiblement n'a pas eu l'air de fonctionner. Et même pire, je lisais que, donc en 20 ans, on a connu une fermeture de plus de 80 000 lits. Ce qui est énorme, en voulant justement contrebalancer avec cette bascule vers la médecine de ville. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi beaucoup avec des personnes qui arrivent aux urgences, qui ne sont pas forcément dans des urgences médicales, qui peuvent être aussi dans des urgences sociales. Parce que finalement, les urgences, c'est le premier endroit où on peut être pris en charge quand on n'a pas forcément toutes les autres structures. Est-ce que vous le remarquez aussi, puisque Villeneuve-Saint-Georges, c'est une ville qui connaît aussi un certain taux de pauvreté, en tout cas un bassin défavorisé assez important. Est-ce que vous aussi, vous retrouvez à faire aussi du social, recevoir des patients, et comment vous gérez ça? Parce que pour le coup, j'imagine que vous n'êtes pas forcément spécialement formé à ça à la base non plus, quoi. Alors juste pour un petit détail, effectivement, on n'est pas formé à ça, et au service des urgences, on a une assistante sociale qui est dédiée. On a différentes assistantes sociales sur l'établissement, dont une presque dédiée au service des urgences. En fait. Donc on a ça, mais ça fait pas tout. La grosse difficulté, en fait, c'est vrai, comme vous l'avez dit, Villeneuve-Saint-Georges, c'est un bassin de population assez pauvre. Il n'y a pas assez de médecins traitants comme partout. Et donc, c'est des gens qui vont pas forcément se diriger. Alors, s'il y avait des médecins traitants, ils vont pas forcément se diriger vers les médecins traitants, mais plutôt vers les urgences, l'hôpital. Quand on n'a pas de couverture sociale, voilà, tout à fait. Ces choses-là, tout à fait. Donc, effectivement, il y a quand même. Au niveau des urgences, beaucoup de gens à prendre en charge qui n'ont pas de médecin traitant ou qui n'ont pas de couverture sociale, ça c'est un fait. Il y a aussi sur l'hôpital ce qu'on appelle des bed blockers. Excusez-moi, mais voilà, j'utilise le même langage que la direction. Des gens en fait qu'on n'arrive pas en fait à faire sortir de l'hôpital, effectivement, parce qu'ils nécessitent une structure après. Et qu'on n'a pas assez de structure après au niveau de la France, quoi. Je vois par exemple des personnes qui devraient être en psychiatrie, des foyers. Et il n'y a pas assez de place en foyer, donc ils restent sur l'hôpital. Parce que du coup, on se retrouve après à avoir des gens qui sont en souffrance psychologique, etc., qui se retrouvent dans la rue, livrés à eux-mêmes. Voilà, des gens qui devraient être en foyer médicalisé, on n'a pas assez de place en foyer médicalisé. Maintenant, on va même jusque les mettre en Belgique, parce que manifestement, en Belgique, ils sont mieux que... la solution, c'est ça, tout le monde en Belgique. Ils sont manifestement plus avancés qu'en France. Putain, c'est fou. Et puis pareil, je vois surtout au SSR, les services de soins de suite et de réadaptation, avec des patients qui pourraient continuer en fait une prise en charge à l'extérieur de l'hôpital et qu'on est obligé de garder parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Donc, Du coup, on se retrouve avec des gens dans des brancards, dans les couloirs. Et j'imagine que tout ça aussi, cette surcharge, ça a un impact sur votre travail, parce que plus difficile aussi de pouvoir... on est peut-être sursollicité partout. Difficulté aussi à... peut-être ça amène aussi à preuve... des erreurs, des choses comme ça, en tout cas une difficulté à exercer votre activité, votre pouvoir soigner correctement, parce que ça va dans tous les sens, il y a des lits partout, on a un peu cette image surcharge. Juste avant de partir ou pendant la période de grève, juste avant de partir en grève, il y avait eu aussi un gros souci, c'est-à-dire que donc les urgences, il y a différents secteurs et il n'y avait plus assez de libre encart pour les patients qui devaient être sous oxygène. Tu te rappelles de ça? Ah oui.
Ah ouais, non, mais c'était quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'on a des patients qui sont nécessitants de ça. Et alors, on a certains box, enfin, on a des box prévus pour, mais même ça, c'était plein. Et du coup, ces patients-là étaient dans les... sur des chaises, fauteuils, bouteilles à oxygène. C'était, enfin voilà, on était arrivé dans des conditions, c'est vraiment déplorable pour les patients. Et c'est vraiment ce que déplorait, nous, c'est ce qu'on avait dit à la direction. Là, les agents, généralement, quand on fait grève, on se bat pour des revendications qui concernent nos salaires et nos moyens. Là, non, même pas. Là, c'était pour des conditions pour les patients, en fait. Et c'est là où, c'est ce qu'on avait dit. Enfin, il y a un moment, il faut que vous preniez la mesure de la chose, en fait. C'est pas des agents qui veulent moins travailler. C'est pas des agents qui veulent être plus payés. Vous leur demandez, je vous augmente tous de 300 € ou je vous mets 3 collègues en plus. Le choix, il était vite vu, en fait. Ouais. C'était vraiment pour optimiser et faire au mieux et dans de meilleures conditions la prise en charge des patients. Et c'est là où vraiment on est dans un système, de toute façon, comme tu l'as dit, moi j'aurais dit 15 ans, mais probablement 20 ans, d'austérité. C'est au niveau national sur les établissements publics et sur la santé de manière générale, tout comme l'éducation, on ne va pas en parler, mais c'est les premiers sur qui on tape en permanence, c'est la santé et pas n'importe quel fonctionnaire, c'est principalement la santé et l'éducation. Là où il faudrait qu'on mette le plus de moyens en permanence, humains et financiers. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, et on en a pléthore en ce moment, on ne sait plus quoi en faire, c'est toujours là-dessus qu'on va faire des coupes. Là, on vient de mettre 109 milliards, enfin, je ne sais pas si ça a été adopté définitivement, je préfère ne pas regarder, mais il me semble que oui. 109 milliards pour l'intelligence artificielle, mais ils comptent nous mettre des professeurs en intelligence artificielle, des médecins, enfin... Des robots en intelligence artificielle. Et par contre, on fait toujours des coupes sur là où il y a besoin. Alors 109 milliards pour l'intelligence artificielle, 400 et quelques pour l'armement et les militaires. Je pense que ce qui est encore plus frustrant pour vous, c'est de se dire, l'argent, il y en a en fait. C'est ça. Sauf qu'ils les mettent là où ils ont envie, et c'est jamais là où... Là où, moi, ce que j'avais beaucoup constaté, c'est aussi que là, voilà, je veux dire, on y reviendra après sur cette marchandisation, en tout cas cet hôpital qui devient une entreprise qui doit être rentable, ce qui est terrible pour un service public, c'est pareil avec l'éducation. C'est que... je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais je me suis moi-même limitée. Mais c'est que finalement, l'argent, il est là, il pourrait permettre d'améliorer les choses. Et le truc, c'est que, en fait, on est sur des politiques qui sont dans une communication qui est très très courte, parce que voilà, on le voit, les gouvernements, ils changent presque tous les trimestres, voilà. Et le redressement de l'état de l'hôpital public nécessite un engagement sur plus d'un mandat. Et donc, forcément, même si on met des politiques en place maintenant, on les verra pas forcément à la fin du mandat, parce que c'est le temps aussi de que ça se remette qu'on puisse voir aussi des changements effectifs. Ça les intéresse pas, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats tout de suite qu'ils peuvent montrer, etc. C'est pour ça qu'on a autant de politiques qui nous font de la communication, dès qu'il s'agit de narcotrafic, dès qu'il s'agit d'intelligence artificielle. Ce sont des choses un peu choc qui, du coup, en fait, montrent qu'ils sont dans une politique de la communication et pas dans une politique vraiment où on s'occupe des gens, finalement. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a, que ce soit d'ailleurs à gauche comme à droite, peu de changements finalement, malheureusement. Et du coup, cet hôpital qui se dégrade et ces conditions-là qui, depuis des gouvernements successifs, n'ont fait que de s'empirer. Et d'ailleurs, justement, vous parliez du fait que vos revendications, vous, en fait, c'est plus pour améliorer la prise en charge des patients que pour vous-même. Moi, ça m'intéresse aussi de parler de vous en tant que soignant. Tout ça, ça a un impact psychologique évident. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être... Est-ce que vous avez des accompagnements? Est-ce que vous pouvez avoir accès à des suivis peut-être psychologiques ou des choses là? Est-ce que tout ça, en tout cas, c'est pris en charge? Et au niveau de la reconnaissance, au niveau des salaires, au niveau des heures de travail, comment vous le vivez, en tout cas en tant que soignante? À l'heure actuelle, c'est un peu une question rhétorique, mais à l'heure actuelle, à l'hôpital public, il y a une vraie souffrance au travail. Enfin, ça, on le constate nous, mais partout. Elle se traduit comment, cette souffrance? Elle se traduit beaucoup de burn-out, de gens qui... vous savez, la durée de vie d'une infirmière, il y a quelque temps, c'était 7 ans. Donc 7 ans. Au bout de 7 ans, on change de carrière. Voilà, nous, on accompagne beaucoup de gens qui veulent partir de l'hôpital. Et qu'on retient. Et qu'on retient parce que... Moi, je lisais que les urgentistes, ils se projetaient pas au-delà de 5 ans. Voilà. Et donc, beaucoup de gens qui veulent partir de l'hôpital, qui veulent... et qu'on retient, nous, là, pour laisser partir les infirmières, parce qu'en tant que fonctionnaire, on ne peut pas partir comme ça. Maintenant, c'est 9 mois.
Donc 9 mois. Quand vous demandez déjà à partir, c'est que vous en pouvez plus, et on vous retient encore 9 mois. 9 mois parce que pour nécessité de service, on peut pas vous la. Vous avez plus le choix en fait. Vous êtes piégé, quoi. C'est ça. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, on a même des fonctionnaires qui démissionnent. Ça s'est jamais vu. Hein. Et même ça s'est jamais vu. Des gens qui démissionnent ou font des abandons de poste. Oui, abandon de poste, vous pouvez pas forcément démissionner. Parce que ce qu'il faut savoir, alors tout le monde croit que quand on est fonctionnaire, on est vachement mieux que dans le privé. Alors, on va vite rétablir la chose. C'est loin d'être le cas. On a plus en plus d'obligations que de droits. C'est ça. Et même quand un fonctionnaire veut démissionner, son établissement, il n'est pas obligé d'accepter, et encore moins à la date que le fonctionnaire a décidé. Donc nous, on en est là, effectivement. Des agents qui savent plus, qui n'ont pas de réponse à leur demande de dispo, ou qu'on leur refuse dans un délai, qui du coup demandent une démission. Soit ils n'ont pas de réponse, ils doivent relancer, et soit même dans la réponse, c'est oui, ok, on a bien pris en compte. Par contre, pour nécessité de service, ça ne sera pas au 1er janvier, mais ça sera au mois de septembre. Et du coup, quand il y a un abandon de poste, donc non seulement on n'a pas après on ne touche rien, voilà. Et puis la procédure est longue. La procédure est longue, et du coup, c'est toute cette période-là où du coup, il manque quelqu'un qu'on ne peut pas forcément remplacer. Tout à fait. Et donc en fait, on est d'accord. Tout le monde en pâtit. Exactement. Il y a une question assez intéressante qui nous demande combien de CDD on peut enchaîner dans la fonction publique hospitalière, si vous savez. Alors dans la fonction publique hospitalière, je pense que c'est dans toutes les fonctions publiques, on peut enchaîner autant de CDD, sauf que ça peut pas durer plus de 6 ans. Donc vous pouvez avoir des CDD de 3 mois tous les 3 mois jusqu'à 6 années, et au bout de 6 ans, ils sont obligés l'établissement est obligé de les passer en CDI. Voilà. 6 ans. 6 ans. Ouais. Voilà. Donc on a le temps de partir 10 fois. Ouais. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ce qui n'est dans le privé absolument pas acceptable. Hein. Non, dans le privé, ça peut. Et donc, dans le privé, c'est pas, ça peut pas arriver. Et donc, on voit bien que le gouvernement, il applique des choses au privé et pas à lui-même. Encore une fois, dans cette volonté de destruction de l'hôpital public. Exactement. Parce que 6 ans de contractuel, et il y en a, hein, et nous, heureusement... Du coup, c'est 6 ans où on est en instabilité, parce qu'on ne sait pas si on sera renouvelé. En grande précarité, tous les 3 mois, on peut vous faire une fin de contrat, un non-renouvellement. Et d'ailleurs, pour terminer un peu sur vos conditions de travail aussi, quand on est aux urgences, on fait des horaires qui peuvent être enchaînés, j'imagine plus que dans d'autres milieux professionnels. Au niveau du salaire, comment vous décrirez un peu tout ça, cette reconnaissance concernant vos heures de travail, votre salaire, etc. Est-ce qu'il y a quand même des... Alors c'est assez récent, mais c'est pas fou. Hein. Peu importe les professions, aux urgences, ils ont les mêmes choses que la même profession dans un autre service, sauf que là, ils ont depuis, 4 ans peut-être, une prime d'urgence. Qui est de 118 € brut, donc à peu près 90 € par mois en plus, parce qu'ils exercent aux urgences. Sinon, le restant, c'est les mêmes... Excuse-moi, je rectifie, ça fait 100 €. Voilà, 100 €. Ça dépend si t'es contractuel ou et titulaire. Au niveau des horaires, j'imagine que vous êtes sur bien plus que du 35 heures non, semaine. pour le coup, là, on va pas... Non, non, oui et non. C'est plus compliqué. Oui, mais partout, mais sur toutes les autres services aussi. Là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, on va pas mentir, il n'y a pas de différence que ce soit... Tout le monde est dans le même bateau. Ouais, voilà. Et les 3/4, ce sont maintenant des professionnels qui sont en 12 heures. On est déjà à l'extrême limite de la durée légale. Et encore, dedans, ils n'incluent pas le temps d'habillage, de déshabillage. Donc les agents, en fait, ils sont là 13 heures, on va dire, en moyenne. Dans d'autres services, c'est pareil aussi. Et oui, si on fait vite le calcul, alors ils sont pas là quand même 7 sur 7, heureusement. C'est pour ça que nous, quand on a obtenu 7 postes en permanent, en fait, ça fait l'équivalent de 14 personnes en plus, 14 recrutements en plus, voire un petit peu plus. Parce qu'effectivement, il y a quand même des temps de repos. Et du coup, sur des plages horaires de 12 heures, on va pas rentrer dans les calculs là, on va pas casser la tête à tout le monde. Mais les agents, ils ont des repos compensateurs en plus. Mais qui ne peuvent pas poser quand ils veulent, parce qu'il y a un cycle de travail qui doit être respecté. On ne peut pas faire plus de tant de temps quand même par semaine, et c'est lissé sur 2 semaines. Organisation. C'est une grosse organisation. On a
peu de temps libre, mine de rien. Il y a du temps libre, sauf que quand vous faites 3 jours de 12 heures et vous avez 2 ou 3 jours de récupération derrière, déjà les premiers jours, c'est sûr que... jours, on dort. Oui, voilà, elle l'a vécu. Et les 2 autres, avec pour peu qu'on ait une famille. C'est ça. Voilà, mais c'est très compliqué. Et il y a encore des services où ils font 60 heures par semaine, dans certains cas. Ouais, une semaine sur 2. Voilà, une semaine sur 2, il y a des gens qui font 60 heures. Ouais. Une semaine sur 2. Justement, on parlait de cette il y avait une question qui était bien. Oui, vas-y. Tu l'as vu? Tu arrives à lire? Ouais, je l'ai vu. Vas-y, allez-y, il n'y a pas de souci. Si ça vous dit de répondre à des questions. Y répondre, ma collègue, elle va y répondre. J'ai vu une question, mais alors c'était il y a Qu'est-ce qu'on en penserait de, et ça tu as étudié le sujet donc c'est cool, sur le ratio? Le ratio soignant-patient. Oui, Je savais que ça allait te plaire. Allez, ils sont partis là. Soignant-soigné, oui, on attendait que ça. Mais bon, je crois que ça doit être mis en place. Non, 2029, j'ai cru voir. Donc on aura le temps de le voir arriver, celui-là. Mais effectivement, ça, c'est franchement, c'est ce que nous, on attendait, les soignants. Tu voulais expliquer un peu ce que... Ouais, alors, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que il n'y a que très peu de services qui sont normés, c'est-à-dire l'AREA. Il y a l'AREA qui est normée et il me semble que la néonate est normée. En fait, c'est... non, si, c'est pas normé. Donc en fait, voilà, il y a très peu de services qui sont normés, à savoir, il faut une infirmière pour tant de patients. Ouais, ok. Voilà, ça c'est... Et je vous dis, les services normés, c'est l'AREA. Parce qu'une infirmière, elle a 2 patients et demi en réa, si mes souvenirs sont bons. Et puis la néonate. Voilà. Ça, on a les patients les plus vulnérables, finalement. En fait, où il y a des gros soins et des grosses surveillances, etc. Donc là, effectivement, c'est normé. Le reste... ça donne libre cours à Donc on peut se retrouver avec une infirmière à des 30 lits. On peut avoir une infirmière pour 30 lits. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc, ça, c'était un vrai problème parce que justement, la direction use et abuse de ce système. Et du coup, par exemple, nous, on avait fait une évaluation de la charge de travail, par exemple, en chirurgie. Et donc, il avait été décidé 2 infirmières de nuit pour 31 patients. 2 infirmières de nuit parce qu'elles ont des patients lourds. Oui, en plus. Post-intervention, etc. Et donc, on avait réussi à obtenir ça, sauf qu'il y a une telle pénurie d'infirmiers qu'à tout moment, en fait, à peine vous prenez votre service, on vous dit « Ah non, t'es pas en chirurgie aujourd'hui ». Tu vas aller à l'UGA ou tu vas aller revoir les dossiers de tous les patients. Donc en fait, il faut partir ailleurs, au pied levé, parce que là-bas, il manque une infirmière, il n'y en a pas du tout. Donc voilà. Donc on choisit quel service on va dépouiller et... Voilà. La direction estime qu'il y aura moins d'incidence. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Donc nous, les ratios, on les attendait parce que comme ça permettra à la direction de ne pas faire n'importe quoi. Il y a des garde-fous quand même. Voilà, exactement. Il y a des garde-fous et en plus de ça, si ils commencent à déplacer normalement, ils doivent le stipuler à l'ARS. Enfin, il y a vraiment. C'est encadré. Voilà, c'est encadré et nous, on attendait ça. Que ça, mais malheureusement, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas pour tout de suite. Et il faudra voir comment aussi l'ARS se sera arrangé avec les directeurs d'hôpitaux pour dire c'est temps pour temps. C'est pas dit que quand les ratios, le ratio il sera énorme quoi. Donc parce qu'effectivement, ça changera pas grand chose. Par contre. Voilà, c'est déjà une bonne idée sur le papier, à voir comment ça va se traduire. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est loin d'être pour tout de suite. Mais c'est bien d'avoir au moins de se dire à un moment, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Voilà. J'espère qu'on sera associés, les syndicats aussi, mais ce qui m'étonnerait parce qu'effectivement... Alors je voulais juste rajouter aussi, notamment pour ces infirmières qu'on déplace au pied levé, on s'égare, mais c'est un vrai problème à l'hôpital, c'est qu'à l'heure actuelle, donc on déplace les gens comme ça au pied levé, donc... Spécialité, on s'en fout. Manifestement, on n'a pas besoin d'avoir de compétences particulières. On a bien des ministres qui n'ont pas de compétences, alors pourquoi pas avoir des urgentistes Donc les spécialités, on s'en fout, alors que manifestement, c'est... on n'est pas infirmière en néonate ou en chirurgie comme les personnes âgées et encore moins les urgences non plus. Exactement, mais ça, la direction, elle a du mal à l'entendre. Et donc, du coup, on a des gens qui sont en vraie souffrance et à l'heure actuelle, on a
Vous saviez, pour le Covid, on était applaudis, hein, super. Et maintenant, on traîne en conseil de discipline les infirmières qui ne veulent pas se plier à ces règles, d'accord. Et on a accompagné récemment une infirmière de chirurgie qu'on a voulu bouger et qui a refusé de bouger. Et ben, on l'a traînée en conseil de discipline. Enfin, on a fait l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Pour refus d'obéissance hiérarchique. Voilà. Ouais, on en est là. Ouais. Parce que en tant que fonctionnaire, on doit obéir. Ouais. Non, mais ça en dit long sur la gestion managériale. C'est ce qu'on a bien dit, oui. Enfin, c'était en plus sa deuxième nuit. Elle avait dit à ses patients qu'elle serait là le lendemain. Il y avait une continuité de soins en chirurgie vis-à-vis de ses... Mais la direction mais veut c'est rien surtout entendre. que les gens, quand ils sont pris en charge, ils ont envie d'avoir un suivi. Mais même les patients, ils aiment bien revoir. Oui. Exactement. Et elle s'était engagée. Et de toute façon, elle l'avait déjà fait à plusieurs reprises durant l'année. Et là, cette fois, elle et sa collègue, parce qu'elles étaient deux, elles ont dit non, personne ne va. Elle vient de commencer. Moi, je me suis assurée. Donc, continuez de soins vis-à-vis de mes patients. C'est bon. Allez chercher ailleurs s'il vous faut. Mais nous, on reste toutes les deux. Et voilà. Désobéissance hiérarchique, conseil de discipline. Ouverture. On a réussi à lui faire. Oui. Alors qu'en plus, cette désobéissance, elle était justement pour. Oui, mais eux, ils s'en fichent. Eux, ils ont décidé, c'est eux la hiérarchie. Et justifié, parce que, à mon sens, c'est l'infirmière qui est capable de dire la charge en soins. Donc là, on dit non. C'est la cadre qui décide, d'accord, et c'est plus l'infirmière. Donc, voilà. On en revient souvent au même problème que, en fait, le problème c'est que ceux qui prennent les décisions ne savent pas vraiment de quoi il en est, puisqu'ils ne sont pas sur le terrain. Ouais. Donc c'est ça le problème. Et ça peut donner lieu justement à des drames, parce que là, on n'est pas sur n'importe quel type de milieu professionnel. On a parfois la vie des patients entre nos mains. Et surtout qu'il faut savoir dans les hôpitaux, enfin, et là surtout en plus ce service, alors c'était facile, nous c'est ce qu'on a dit quand on l'a accompagné. Et heureusement, on lui a évité le conseil de discipline quand même. À la finalité, mais c'est facile de parler avec du recul il n'y a pas eu de plus de passages après, mais c'est des services aussi, et celui-ci en particulier, où dans la nuit il peut y avoir aussi des sorties. Voilà. Donc oui, c'est facile de dire oui, mais vous n'aviez pas eu plus de patients non plus qui se sont rajoutés. Oui, mais à l'instant T, comment on peut le savoir en fait? Donc voilà, il fallait 2 infirmières, les 2, on a décidé de rester là. Il y avait une charge en soins qui était nécessaire pour 2 infirmières, donc voilà. Non mais c'est très intéressant parce que c'est pas forcément le genre de récit qu'on a parce que voilà, là on rentre vraiment sur qu'est-ce que ça signifie tout ça et la charge qui pèse aussi sur les urgentistes, le personnel paramédical, etc. C'est hyper intéressant. Et donc finalement, le constat de tout ça, c'est que voilà, toute cette difficulté de gestion et cette difficulté à exercer, elle se répercute sur les personnes, comme on le disait, les plus précaires, fragiles, défavorisées. Bah oui. Et que même si on essaye de plus en plus de... voilà, on a eu ces politiques où faire payer le passage aux urgences pour que les patients qui ne sont pas considérés comme en urgence réfléchissent à 2 fois avant de venir aux urgences, etc. Pour aussi inciter éventuellement les gens à se tourner vers des hôpitaux privés. On est sur une sorte presque d'américanisation du système hospitalier. Ouais. Et justement, sur cet développement de cet hôpital-entreprise, cette rentabilité, vous l'avez ressenti dans la gestion. Notamment, vous parliez des bed blockers, enfin voilà, de création de postes, presque on a l'impression, alors qu'ils peuvent être intéressants, mais qui sont un peu... voilà, pas forcément les plus nécessaires quand on sait que finalement, vous, ce que vous avez besoin, c'est de personnel soignant et de lits. Vous l'avez ressenti aussi, cette logique de rentabilité oui, parce qu'il y a des créations de responsables, des créations de postes de responsables. Ouais, on sait, la DRH. Après, oui. Alors l'établissement n'est pas propre et pas seul maître de création de postes. Et c'est là où, même là, on s'interroge beaucoup. C'est, il y a un moment, c'est l'agence régionale de santé, l'ARS, qui va dire. Là, vous avez le droit on vous octroie aussi un poste en plus de attaché d'administration. Alors, on est purement dans de l'administration. C'est des postes qui sont voués à la direction, à la DRH. Et nous, on se demande à quel moment même l'ARS se pose des questions et de dire là, alors qu'il manque X professionnels paramédical ou médicaux, mais on met des postes parce qu'ils ne sont pas assez pour gérer. Là où on en enlève encore plus, on va rajouter pour gérer tout ce que... Effectivement, alors c'est une incompréhension la plus totale. Je ne sais même pas quoi vous dire là-dessus, tellement nous, on est outrés et on ne sait même plus quel levier tirer. Parce qu'on a déjà essayé, nous, pour un autre mouvement, de discuter avec l'Agence régionale de santé du 94 sur un gros mouvement de grève qu'on avait eu pour nos agents de bio-nettoyage. Et on se rend compte c'est pareil, on n'évolue pas dans les mêmes sphères, quoi. Donc à un moment, à part la grève, et encore dans les limites qu'on la connaît,
Et parce que le personnel, c'est moins marquant, parce que le personnel est au travail, et tant mieux pour les patients, mais effectivement, le rapport de force, il est compliqué. Vraiment, aux syndicats et aux agents, on a enlevé beaucoup de moyens d'action, et c'est ce qui fait aussi une fuite. Voilà, comme vous disait ma collègue, on était applaudis, le personnel était applaudi. Pendant le Covid. Pendant le Covid, ça, il y avait du monde. Mais il y a aussi plein de personnel des sorties d'école. Pourquoi on a autant de manque d'infirmiers quand ils se sont rendus compte que et c'était pas du faux, qu'il fallait utiliser des sacs poubelles pour se protéger de quelque chose dont on ne connaissait pas vraiment encore l'ampleur que ça allait avoir. Enfin, c'est pareil. Déjà, la profession n'a pas été que le Covid, ça a dû être quelque chose. Complètement. Complètement. Psychologiquement, c'est dur d'être professionnel et d'évoluer là-dedans, surtout quand il y a des choses comme ça. Et là, il y a une prise de conscience aussi qui s'est mise au niveau des jeunes, et on le comprend, de se dire mais moi je vais faire ça, et le jour où il va y avoir quelque chose, je vais même pas avoir les moyens nécessaires pour me protéger moi et ma famille, parce qu'à un moment on pense aussi à nous-mêmes, parce qu'on reste des êtres humains aussi. Enfin, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et alors d'aujourd'hui, et même quand Macron il dit il y a quelques temps de ça, on va désengorger les urgences, et oui, mais comment parce que nous on l'a pas vu, et on discute. Surtout que leur excuse de tourner vers la médecine de ville, quand on sait qu'on a 6 millions de Français qui n'ont pas accès à un médecin. Oui, exactement. Et puis je me suis égarée. C'est dramatique, parce qu'on n'a plus la possibilité de prendre en charge les gens aux urgences, et en même temps on n'a plus la possibilité aussi, ils n'ont plus la possibilité de se tourner vers de la médecine de ville. Forcément, il y a un moment où ça explose, quoi. Exactement. Et pour en venir à ta question, excuse-moi, je suis carrément partie loin. Non, il n'y a pas de souci. Je t'ai pas arrêté. Le choix, t'aurais peut-être vu. Le choix. Les hôpitaux publics et les cliniques, les hôpitaux privés, les cliniques privées se payent, entre guillemets, le luxe de refuser des patients. Oui, c'est ce que tu me disais. Voilà. Là et où donc, vous refusez personne. Et où nous, et heureusement, à l'hôpital public, on accepte tout le monde. Après, c'est redirigé en interne, mais on accepte tout le monde, et heureusement, parce que les patients peuvent avoir une prise en charge. Alors, du coup, parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que, peut-être ne savent pas, c'est que dans les cliniques privées, les hôpitaux privés, ils ont la possibilité de, si ça va pas être rentable pour eux, tel ou tel patient, parce que CMU, donc par couverture médicale universelle, parce que personne en situation de précarité, etc., pas intéressant pour eux, parce que pas de fric, donc on prend pas en charge. Ils prennent pas en charge. Pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve devrait être interdit, parce que c'est une non-assistance à personne en danger, quasiment. Tout à fait. Mais ils savent très bien que de toute façon, ils vont les rediriger sur les hôpitaux publics, et nous, les hôpitaux publics, on va les recevoir. Donc finalement, ils se dédouanent de ça. Mais effectivement, et après, on se plaint que les hôpitaux publics, il n'y a pas de moyens, ça coûte cher, ou il y a des déficits. Ben oui, mais si en même temps tout le monde, et même les cliniques privées, hôpitaux privés, mettaient un peu d'eau dans leur vin. Nous, on a vécu pendant justement la grève. J'étais à l'accueil des urgences en train de discuter avec une collègue justement de l'accueil. Des pompiers qui arrivent avec une patiente sur brancard. Nous, il faut savoir qu'on est limitrophe, on est dans le 94, mais il y a le 91, on est accolé. Et il y a une clinique privée, pour ne pas la nommer, dans le 91, de villes à côté. Donc cette patiente est sur brancard, arrive par les pompiers. Les pompiers sont désolés d'expliquer à l'agent d'accueil des urgences que cette patiente a tout son suivi médical à l'hôpital X dans le 91, la clinique privée du Val-d'Hier pour ne pas la nommer. Il y a des services d'urgence. Où il y a un service d'urgence. Le pompier revenait de là-bas. Et la prise en charge avait été refusée de cette patiente, alors que son suivi médical était là-bas. Et donc, du coup, il l'avait envoyée chez nous. Donc, tout ça, ça complique l'accès. Exactement. Et il faut savoir que cette personne, en plus, du coup, elle a son dossier médical. Nous, il faut qu'après, le personnel récupère les informations du dossier médical. Il faut les ingérer. J'imagine aussi que, on se rend peut-être pas compte de passer d'un service à un autre, de passer de patient à d'autres. Il faut avoir le dossier médical, savoir qui est le patient, quels sont ses besoins. Exactement. Éventuellement aussi. Alors, quand un patient est suivi dans tel établissement, on devrait interdire à l'établissement de refuser que cette patiente ou ce patient, il lui arrive quoi que ce soit, puisse arriver par les urgences. S'il y a besoin d'un traitement d'urgence, ça rallonge aussi. Tout ça, ça met encore plus en danger les gens. Tout ça, c'est pensé un peu difficilement, on va dire. Il y a même des choses qui paraissent même absurdes. Mais pour un petit peu conclure notre propos, parce qu'on a dit beaucoup de choses, d'ailleurs, on aurait pu continuer encore longtemps, mais essayons de parler un peu de perspective
même si c'est difficile. Bon là, voilà, il y a eu quelques... on parlait tout à l'heure de l'augmentation même du Ségur, donc avec cette fameuse augmentation des salaires à 180 € brut. Voilà. On est quand même sur un déficit hospitalier de 3,5 milliards d'euros, parce que la crise des urgences, elle touche à peu près tous les hôpitaux. Finalement, on a même des hôpitaux qui ont eu besoin de fermer leurs services d'urgence cet hiver, en pleine épidémie de grippe. On en est à devoir activer des plans blancs pour des grippes, ce qui paraît presque absurde de se dire on n'est même plus en capacité de pouvoir absorber le flux de patients pour une grippe qui visiblement, c'est quelque chose qui arrive tous les ans. Sur tout ce qui va être pacte de refondation des urgences, est-ce qu'on est sur des solutions qui peuvent être véritablement intéressantes à long terme, ou on est sur des trucs cosmétiques? Qu'est-ce que vous, qui avez mené comme lutte, envisagez? Qu'est-ce qui pourrait être fait? En tout cas, quels sont les combats qui peuvent être menés au niveau syndical pour essayer d'améliorer un peu la situation quand le gouvernement ne bouge pas trop le petit doigt, quoi? Comment vous envoyez un peu des perspectives Après, c'est rassembler, faire une convergence des luttes, ça, dans tous les cas. Et nous, on le voit aussi même dans le 94, quand on assiste aux réunions avec notre section, avec notre fédération du 94. C'est qu'à un moment, quand il se passe quelque chose d'un côté, on voit comment on peut, du coup, fédérer aussi sur les autres établissements, parce que tous, on est impactés, soit à l'instant T, soit ça va venir, soit c'est passé, mais dans tous les cas, donc c'est faire une convergence des luttes. D'ailleurs, notre mouvement a aussi pas mal aidé aussi l'hôpital Émile Roux. Oui, ça fait écho. Ouais, exactement, ça a fait écho, parce qu'effectivement, 100% de grévistes, 100% de satisfaction, c'est quand même... Ça donne envie un peu. Voilà, ça donne envie. Et du coup, on échange entre nous pour savoir comment on fait là, comment vous avez fait, quels moyens, comment c'est possible, comment nous, ça fait un mois qu'on est en grève, mais là, on arrive, et donc on s'entraide les uns les autres. Et donc il y a une solidarité qui se met en place aussi. Tout à fait, obligé, bien sûr. J'imagine. Ouais, donc là, j'en profiterai pour nommer aussi d'autres collègues aussi, Fondation Vallée, qui est un hôpital pédopsie qui ont fusionné avec Paul Guiraud, et justement la psy aussi nationalement, c'est compliqué. Et là, ils vivent des choses très très compliquées avec cette fusion en plus entre pédopsie et psychiatrie adulte, qui est très compliquée aussi. Ouais. Et donc un petit message aussi pour elles et eux. On pense à eux et on pense à tous ces hôpitaux. Mais effectivement, il faut un moment que tous, même si c'est compliqué, parce que le problème c'est que c'est compliqué, c'est que d'aller dans la rue, d'organiser quelque chose, il faut des opérations coup de poing, parce qu'on est assigné. On travaille en tant qu'urgentiste. Parce qu'on est assigné. Alors eux, ça les fait rire. On est je ne sais combien grévistes sur papier, mais 75% d'assignés à leur travail. Donc forcément, ça fait moins de gens dans la rue. Donc il faudrait un moment que tout le monde... aussi pour dire on est en grève. Ça, on le fait déjà, en interne. Mais il faudrait un moment, un mouvement, à mon sens, national, où tout le monde se saisisse de ça, parce que finalement... Et pas uniquement aussi le corps médical, les citoyens tous, aussi, quoi. Voilà, tous citoyens en tant qu'on est, on est des patients potentiels. Oui. Et puis, pour le coup, les urgences, ça concerne tout le monde. Exactement. On est tous amenés une fois au moins dans notre vie. Exactement. Soit pour nous, nos proches, et ça concerne forcément, ça nous concerne tous en tant que citoyens, au-delà même des professionnels de santé. Donc il y a un moment, il faut que tout le monde se saisisse aussi de ça. Enfin, ça, je vous parle d'un idéal syndical, mais on y travaille. On y travaille parce que avec ce mouvement trans-citoyen, si on pourrait le faire, effectivement, là, ça ferait vraiment du monde dans la rue, même si c'est sur un jour et pas forcément s'épuiser comme on s'est épuisé sur la réforme des retraites, même si c'était nécessaire. Peut-être aussi que les gens les citoyens, de pouvoir s'emparer, pour pouvoir vous permettre aussi de pouvoir vous soulager aussi, parce que ça fait quand même beaucoup. Ça nous touche tous, pas juste les personnels, mais les patients, et nous sommes tous potentiellement patients. Oui, parce que vous avez justement ces difficultés de conditions de travail, mais du coup ça impacte aussi la prise en charge des patients. Tout à fait. Et donc finalement tout le monde est concerné de manière ou d'une autre. Pour terminer un peu, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues avec des syndicats, urgentistes, des choses que vous voudriez dire avant qu'on se quitte, pour dire que la lutte continue finalement, puisque là c'est à l'ébauche, en tout cas sur notre fédé du 91. Donc oui, on étudie encore. Après il y a les congrès qui se mettent en place, mais oui. Il y a des choses, nous on fait une convergence aussi, ne serait-ce que déjà dans le 94, après c'est remonté, c'est empirique la CGT, donc effectivement, en tout cas, au niveau local, on a notre congrès aussi qui arrive à Dunkerque, congrès sur la santé justement de la CGT. Et vous en attendez quoi de ce congrès ? Beaucoup de choses, justement, de pouvoir à un moment fixer des actions et faire cette convergence, parce qu'on est tous concernés, de toute façon, c'est sûr.
Écoutez, je pense qu'on arrive au bout de cet échange. J'espère qu'en tout cas ça a donné des clés pour comprendre que finalement il faut s'accrocher, parce que sinon l'hôpital public va finir par s'éteindre et que ce serait une catastrophe. Parce que ce seront encore une fois les plus pauvres qui en subiront les conséquences. La privatisation de la santé, c'est un danger. Il faut vraiment, et une fois que ce sera fait, ce sera peut-être même trop tard, donc il faut éviter d'en arriver là. Bougez maintenant. C'était très intéressant, merci beaucoup d'avoir joué le jeu pendant cette heure ensemble. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir interagi, vous avez été super pertinent, encore une fois. Écoutez, j'espère que l'émission vous a plu, et puis vous retrouverez le local le mois prochain. Salut à tous, bonne fin de journée. Salut. Au revoir.